Dans cette vidéo, nous analyserons, à l'aide des outils de la grammaire rénovée, la phrase suivante. C'est dans ce contexte que l'abbé Dubois obtient du premier ministre Lamargouin une subvention de 15 000 $ pour une nouvelle école d'application qui, contrairement à l'ancienne, n'est pas construite en suivant les critères propres à la pédagogie Lancaster. Ceci dit, nous analyserons le mot contrairement à en termes de classe de mots, de groupes syntaxiques et de fonctions. Ensuite, nous analyserons les rôles des virgules dans cette phrase et finalement, nous vérifierons si elle correspond au modèle P. Question 1. Quelle est la classe du mot contrairement à? Selon nous, c'est une préposition complexe. Nous pouvons le confirmer en identifiant les caractéristiques de la préposition. Du côté sémantique, la préposition apporte un rapport de position entre l'idée d'une nouvelle école d'application et d'une ancienne. Du côté morphologique, la préposition est formée de deux mots, l'adverbe contrairement et la préposition à. On parle donc d'une préposition qui est complexe. Elle est également invariable. Du côté syntaxique, la préposition est le noyau de son groupe prépositionnel. Ce noyau a une expansion à sa droite. Il s'agit du groupe nominal l'ancienne, et cette notion d'expansion à la droite est très importante pour identifier la préposition. Certains pourraient croire qu'il s'agit d'un adverbe. C'est vrai que le mot contrairement pris seul est un adverbe, et en plus, il est aussi invariable. Par contre, une caractéristique syntaxique importante de l'adverbe est l'absence d'expansion à sa droite. Dans le cas qui nous concerne, il y a une expansion à la droite du mot à analyser. Ceci confirme qu'il s'agit bien d'une préposition. Avant de poursuivre, une précision s'impose. Comment s'assurer que, contrairement à l'ancienne, est bien un groupe syntaxique? Selon Chartrand, un groupe syntaxique ne peut se déplacer ni s'effacer qu'en entier. Si vous lisez chaque phrase, vous verrez que seule la dernière est syntaxique. Nous pouvons donc confirmer que le groupe contrairement à l'ancienne est un groupe syntaxique bien délimité. Question 2a. Le mot contrairement à est-il le noyau d'un groupe dans la phrase? Oui, il est le noyau du groupe prépositionnel, contrairement à l'ancienne. La préposition est toujours le noyau d'un G-prép et elle se trouve souvent à la tête du groupe. B. Fait-il partie de l'expansion d'un groupe? Eh bien, à l'intérieur du G-prép, la préposition à elle seule n'est pas une expansion. Elle est le noyau du groupe, comme nous venons de le mentionner. Le GN l'ancienne, que vous voyez en jaune, représente pour sa part l'expansion de la préposition. D'ailleurs, le G-prép ne peut pas être composé que de son noyau. Bref, on peut répondre non à la question B. Toutefois, notons que l'ensemble du G-prép, contrairement à l'ancienne, est l'expansion du pronom relatif qui lui reprend le GN, une nouvelle école d'application. Mais ceci dépasse les attentes liées à cette question. C. Quelle est la fonction syntaxique du groupe? Le groupe prépositionnel analysé est en fonction complément du pronom relatif qui, dans ces cas surligné en vert, qui lui reprend le groupe nominal une nouvelle école d'application. Voici les manipulations qui nous permettent de l'identifier. La première est celle de l'effacement. Au tout début de la question 2, nous avons constaté qu'il était possible d'effacer le G-prép contrairement à l'ancienne, et ce, sans que la phrase ne perde son sens. Alors, le groupe s'efface. Ensuite, le G-prép n'est pas déplaçable. En effet, si nous déplaçons le groupe en fin de phrase, il y a de l'ambiguïté puisque le nom pédagogie est aussi un nom féminin. On peut donc se demander si on parle d'une ancienne pédagogie ou d'une ancienne école. De plus, comme le G-prép ne se déplace pas ici, alors il ne s'agit pas d'un complément des phrases. D'ailleurs, du point de vue du sens, le G-prép est très sémantiquement lié au pronom qui.
C'est pourquoi on ne peut pas déplacer le groupe à la fin de la phrase. Finalement, selon Chartrand, on pourrait aussi remplacer le G-prep par un autre groupe ayant la fonction de complément du nom. Dans l'exemple sur la diapositive juste ici, le remplacement par le G-prep par manque de ressources financières, qui est aussi un complément du nom effaçable, fonctionne très bien. Bref, ces manipulations syntaxiques nous permettent de confirmer que le G-prep analysé a la fonction de complément du pronom qui. D a-t-il plutôt un rôle syntaxique? Nous avons ici trois possibilités. Les rôles syntaxiques possibles sont celui de coordonnant, de marqueur exclamatif ou interrogatif. La phrase analysée n'a pas de tournure exclamative ni interrogative. Et, comme on peut le voir, elle ne coordonne pas deux phrases ni deux mots. Donc, dans notre cas, le G-prep a une fonction syntaxique, mais n'a pas de rôle syntaxique. Par ailleurs, le rôle syntaxique est principalement lié à la classe de l'adverbe et de la conjonction. Pour continuer l'étude de notre phrase, nous regarderons ici l'usage de la virgule. À quoi servent les virgules qui encadrent le pronom relatif qui dans l'extrait? Avant d'aller plus loin, prenons le temps d'expliquer à quoi servent les virgules dans un contexte général. En fait, la virgule a plusieurs rôles. Un de ses rôles principaux est de séparer des unités syntaxiques de même niveau, c'est-à-dire qu'elle sert à séparer des mots et des phrases juxtaposées ou à détacher des coordonnants. La virgule sert également au détachement d'une phrase et d'un groupe syntaxique. Par exemple, détacher un complément de phrase et à marquer l'effacement d'unités syntaxiques et sémantiques identiques. Notons également que la virgule peut avoir un rôle énonciatif ou expressif. Dans l'extrait, il y a deux règles qui justifient l'encadrement du pronom qui. La première règle est le détachement du complément du nom. En effet, on peut voir que ce qui est surligné en orange est en fait une subordonnée relative complément du nom école. Puisqu'elle est facultative et donc non essentielle, on doit la détacher de la phrase par une virgule. Cette règle explique donc la présence de la première virgule, c'est-à-dire celle qui précède le pronom qui. Pour comprendre l'encadrement de ce pronom par deux virgules, nous devons continuer notre analyse. Une deuxième règle s'applique dans cet extrait. On peut voir que le segment surligné en rose est un groupe prépositionnel complément du pronom qui. Encore une fois, c'est la règle du détachement d'unité syntaxique qui justifie ici l'emploi de la virgule. Puisque le complément du pronom est un groupe facultatif, on doit le détacher du reste de la phrase. Bref, les virgules dans cette phrase encadrent des groupes facultatifs qui apportent des précisions. C'est donc l'utilisation de cette règle de ponctuation qui justifie l'encadrement du pronom qui dans cet extrait. Nous allons maintenant répondre à la question 4. La phrase est-elle conforme au modèle P? Dans un premier temps, voici les caractéristiques de la phrase modèle P, telles qu'expliquées par Larouche et Thibault. Alors, premièrement, elle a deux constituants obligatoires, le sujet et le prédicat, et parfois le constituant facultatif du complément de phrase. Elle est de type déclaratif, elle n'a pas subi de transformation par enchâssement et est de forme active, neutre, personnelle et positive. Alors, nous allons aller regarder toutes ces caractéristiques dans la phrase que nous avons analysée pour ensuite dire si oui ou non ils sont présents, pour finalement arriver à la conclusion de voir si la phrase est conforme au modèle P ou non. Alors, la première caractéristique des constituants obligatoires a-t-elle ces deux compléments? On a identifié le sujet l'abbé Dubois
puisque dans la phrase, il est pronominalisable et n'est pas effaçable ou déplaçable. Alors, pour ces raisons, nous avons dit que c'était ce groupe qui était le sujet de la phrase. Ensuite, le prédicat, qui est à l'écran, il est un complément obligatoire parce qu'il ne peut pas être effacé ni déplacé. Ce qui est surligné en rouge, en fait, fait partie du prédicat, mais nous tenons à souligner qu'il s'agit en fait d'une phrase enchâssée que nous allons analyser plus tard. Alors oui, pour l'instant, elle a la première caractéristique que nous voulions regarder, c'est constituant obligatoire. Donc, pour le moment, oui, la phrase est conforme au modèle. Est-ce que cette phrase est de type déclaratif? Une phrase déclarative est une phrase qui donne de l'information ou qui dicte un fait. Elle est par opposition donc pas exclamative, pas interrogative et pas impérative. Donc c'est simplement une phrase qui donne de l'information qui se termine généralement par un point. Alors si vous lisez cette phrase, vous allez voir que en effet, elle donne de l'information, dicte un fait. Elle n'est pas exclamative, interrogative, impérative. Donc pour toutes ces raisons, nous disons que oui, cette phrase est de type déclaratif. Alors, jusqu'à maintenant, tout va bien. Pour la troisième caractéristique, est-ce qu'elle est non transformée? Vous allez voir encerclé en bleu le pronom relatif qui. Ce pronom habituellement inaugure une phrase transformée. Alors, nous pouvons en fait séparer notre phrase initiale en deux phrases que voici. Alors, la phrase 1 serait la phrase enchâssante et la phrase 2 serait la phrase enchâssée. Nous devons donc à ce moment s'arrêter dans notre analyse, dire que non, puisqu'elle n'est pas non transformée, donc oui, elle est transformée, non, elle ne répond pas à sa caractéristique de la phrase modèle P. Nous pouvons donc dire qu'il ne s'agit pas d'une phrase modèle P. Cependant, nous allons continuer à analyser les autres caractéristiques. Alors, pour les formes de la phrase, elle doit être positive, neutre, active et personnelle. Nous allons aller analyser ces quatre formes. Alors, premièrement, est-ce que cette phrase est positive? Encerclé en rouge, vous voyez l'adverbe de négation ne pas, ce qui signifie une négation. Alors, l'entièreté de cette phrase n'est pas négative. Nous tenons cependant à souligner que la négation se trouve dans la phrase enchâssée. Et donc, si nous revenions aux deux phrases que nous avions plus tôt, la première serait positive et la deuxième serait négative. Est-ce que cette phrase est neutre par opposition à une phrase emphatique qui met l'emphase sur un des éléments de la phrase? En fait, nous pouvons dire, avec ce qui est encerclé en orange, c'est dans ce contexte que cette phrase est emphatique, puisqu'on met vraiment l'accent sur le contexte. On aurait pu, par exemple, dire dans une phrase neutre, dans ce contexte, l'abbé Dubois obtient du premier ministre et continuer. Mais, étant donné la formulation de cette phrase qui dit c'est dans ce contexte que, nous mettons vraiment l'emphase sur le groupe de mots dans ce contexte. Nous devons donc dire que cette phrase n'est pas neutre. Ensuite, vous allez regarder si elle est active. Une phrase active, c'est vraiment le sujet qui fait l'action, par opposition à une phrase passive où le sujet subit l'action. Donc, si nous allons voir le sujet, l'abbé Dubois obtient. En fait, c'est vraiment l'abbé Dubois qui fait l'action d'obtenir. Donc, nous pouvons dire qu'effectivement, il s'agit d'une phrase active. Pour voir si c'est une phrase personnelle, nous devons la mettre en opposition à une phrase impersonnelle qui, bien qu'elle ait un sujet, ce sujet n'est pas vraiment une personne ou un objet, c'est en fait le pronom impersonnel « il ». Par exemple, « il faut faire ceci » serait une phrase impersonnelle. Ici, on voit que c'est vraiment quelqu'un qui fait l'action. Encore ici, le sujet de l'abbé Dubois. Donc, c'est vraiment l'abbé Dubois observe. On a vraiment une personne qui fait une action dans cette phrase. Alors oui, c'est une phrase personnelle. Donc, à la lumière de toutes ces caractéristiques, nous sommes en mesure maintenant de dire que non, cette phrase n'est pas conforme au modèle P parce qu'elle est de forme négative, de forme emphatique et elle est transformée. Alors non, cette phrase n'est pas conforme au modèle P.